Salut, ici Naomi et Daniela. Bienvenue sur la saison A de notre podcast On Trip Nature. Dans chaque épisode, avec nos invités, on se penche sur les solutions pour transformer notre façon de voyager et encourager des pratiques régénératrices. Comment le tourisme peut être au service des communautés et de la planète? Alors, rejoignez-nous dans cette incroyable aventure vers un tourisme à impact positif. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Bonne écoute. Bienvenue à tous les passionnés de voyage dans ce nouvel épisode de notre saison A du podcast sur le tourisme régénératif qui explore comment laisser un impact positif en voyageant. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Dominique Lapointe, professeur au département des études urbaines et touristiques à l'UQAM. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on se planche sur ce qu'on souhaite régénérer en tourisme et comment y parvenir dans le contexte du Québec. Assurez-vous d'écouter tout au long de l'épisode pour avoir plus de détails. Bonjour Dominique, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Je vais bien. Merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être venu et comme d'habitude, avant de commencer, nous allons t'introduire à l'audience. Tu es professeur et chercheur au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Ton travail explore les dynamiques touristiques et les relations socio-territoriales. Dernièrement, tes recherches portent sur les changements climatiques, les innovations sociales et la perspective critique dans les études sur le tourisme. Ce sont des sujets très actuels et on est vraiment ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui pour éclaircir un peu tout ça et aussi pour amener ton esprit critique sur la question du tourisme régénératif. Sans plus attendre, peux-tu nous expliquer quels sont les torts que l'industrie touristique connaît aujourd'hui et plus précisément au Québec? Le tourisme, comme toute industrie, comme toute activité humaine, a un impact. Ce qui est particulier du tourisme, c'est qu'on l'a beaucoup vendu en termes de développement comme quelque chose de mieux que. Autour de l'idée que, à travers la conservation, le tourisme permet de financer la protection d'espèces naturelles, de forêts, tout ça. Oui, mais encore. On s'entend, la rainette faux-grillon. Je ne sais pas si vous connaissez la rainette faux-grillon. C'est une grenouille? Une toute petite grenouille de la taille d'une pièce de 25 sous qui est en voie de disparition parce que son écosystème est en train de se faire banlieusardiser en Montérégie et à Laval. On s'entend. Je ne suis pas sûr qu'on peut financer la protection de la rainette faux-grillon à travers un écotourisme comme on réussit peut-être à financer la protection des pandas. Hein? Et donc là, tout à coup, on amène un des torts du tourisme, selon moi, c'est d'amener dans le marché des intentions comme la conservation, la préservation d'espèces naturelles, d'écosystèmes, de patrimoine, de culture. Bien, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on amène tout ça. Donc, d'un côté, ça permet à l'État de se désengager ou de dire, bien, on va le financer à travers le tourisme. Mais là-dedans, c'est que le tourisme amène une forme de hiérarchisation des espèces, des écosystèmes, des cultures, du patrimoine, parce qu'ils n'ont pas toutes la même attractivité, ils n'ont pas tous la même résonance dans la culture populaire, dans l'inconscient collectif, etc. Et il y a un instant, ça devient la compétition sur des marchés comme n'importe quel produit. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut reprocher au tourisme d'une certaine manière lorsqu'il est fait tout azimut seulement dans une logique marchande. L'autre chose à laquelle il faut prendre conscience en lien avec le développement touristique, c'est sa relation à l'espace, au foncier. Hein? Où est-ce que, donc, le tourisme se développe beaucoup à travers la valorisation foncière. Pourquoi? Parce que les municipalités, les villes ont un intérêt à travers la taxe foncière. Hein? Donc, si vous avez vous avez une position qui est attrayante sur le bord d'un lac, vous avez plusieurs terrains, si le marché local fait qu'il y avait peut-être 10 personnes qui avaient les moyens, avaient de l'intérêt à acheter 8 terrains, vous voyez, l'offre et la demande fait qu'il y a moins d'offres que de demandes, mais à partir de l'instant qu'on l'ouvre aux touristes, s'il y a 100 000 personnes qui veulent acheter 8 terrains, vous comprenez qu'ils vont se vendre très, très cher. Donc, on a des phénomènes comme ça où est-ce que le tourisme, à travers l'investissement foncier, se trouve à avoir une offre qui reste très limitée, une offre qui est spatialement située,
avec, si on parle entre autres des zones côtières qui ont déjà des enjeux de rareté. Et donc, on ouvre le marché très, très grand. Donc, ça crée des poussées, je dirais, spéculatives. Et plusieurs attraits, si on pense aux terrains de golf, aux littoraux, aux montagnes de ski, vont se développer sur des modèles d'affaires qui passent par l'immobilier. C'est l'immobilier qui rend les projets rentables. C'est ça. Sauf que là-dedans, qu'est-ce que ça fait? Bien, vous comprenez que si vous passez d'un milieu d'une population résidente qui navette soir et matin pour le travail à une population, je dirais, de migration d'agrément qui vient passer 3 mois, 2 mois, 1 mois en vacances avec un budget qui n'est pas celui du quotidien. Bien, vous comprenez, on change les rapports. Donc, on change les rapports à la valeur de l'espace, on change les rapports à la consommation. En vacances, on ne consomme pas comme au quotidien. Et donc, cette cohabitation-là, elle peut être difficile, voire elle peut même générer de l'exclusion, des déplacements de population. Et donc, l'autre chose, bien, c'est se poser la question, lorsque le tourisme s'installe à un endroit, surtout hors des grands centres, le tourisme au Québec s'est développé dans une dynamique je dirais, dans sa phase là, de deuxième moitié du 20e siècle, dans une dynamique de restructuration des économies régionales, où est-ce que les activités traditionnelles de type agriculture, foresterie, se sont mécanisées, se sont modernisées, se sont industrialisées. Donc, on s'est retrouvé dans des dynamiques où est-ce que sur un rang où 10 familles vivaient de l'agriculture, aujourd'hui, il reste 2 familles qui vivent de l'agriculture, mais ils produisent plus que les 10 produisaient tous ensemble. Où est-ce que chaque village forestier avait sa propre usine de sciage de bois aujourd'hui? Bien, il en reste une par région. Où est-ce qu'on avait besoin de 10-15 employés pour opérer une machine aujourd'hui, ça en prend 2. Et donc, on s'est ramassé dans une situation où est-ce qu'il y avait des enjeux d'accès aux capitaux pour le développement des régions et des enjeux de chômage, donc d'abondance de main-d'œuvre. Et le tourisme là-dedans amenait quelque chose dans un contexte où est-ce que le Québec, malgré qu'on le voit comme étant rural et avec des images fortement de grande nature et de grands espaces, est une société urbaine. Parce que plus de la moitié de la population du Québec est dans la communauté métropolitaine de Montréal, et on s'entend, il n'y a pas beaucoup de ruralité dans la communauté métropolitaine de Montréal. Et si on rajoute là, les agglomérations de Québec, Trois-Rivières, Gatineau, donc on reste sur un axe, vous voyez, bien là, on dépasse là, amplement la moitié de la population du Québec. Donc, c'est une société urbaine. Dans un contexte d'une société urbaine, bien, il y a quand même quelque chose d'attrayant, une certaine mise en valeur, accessibilité, d'une ruralité, de la nature. Et donc, il y a eu ce développement-là. Le tourisme remplissait comme 3 conditions à l'époque pour être une stratégie de développement, ou en tout cas d'essayer de développer à partir du tourisme. C'est que d'un côté, les capitaux pour entrer dans le marché touristique sont peu élevés comparé à d'autres industries. Si vous voulez construire une usine de pâte et papier, bien, ça va prendre d'énormes investissements. Mais si on fait un chapelet d'entreprises touristiques, bien, on s'entend que l'investissement est moins grand. Le tourisme nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Donc, il y avait beaucoup de chômage. Donc, ça permettait d'une requalification de la main-d'œuvre. Et la troisième chose, bien, ça permettait de tabler sur un certain imaginaire de la ruralité, de la région, de la forêt, qu'une société qui s'urbanise peut voir comme étant attractive, vu qu'elle a une mémoire de ces espaces, elle a des représentations de ces espaces, mais elle n'y a plus accès au quotidien. Donc, tout ça avait une certaine logique, mais avec le temps, ce qui se passe, bien, aujourd'hui, dans la situation que l'on est, bien, on a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a tellement de capitaux sur les marchés présentement qu'ils montent les taux d'intérêt pour essayer de restreindre les mouvements de capitaux puis les poussées inflationnistes. Dans ce contexte-là, bien, on continue de développer le tourisme un peu comme dans les mêmes logiques qu'il y a une vingtaine d'années, d'où les enjeux là, que l'on voit aujourd'hui là, en termes de main-d'œuvre, d'augmentation des coûts, etc. Et donc, on se retrouve avec des milieux qui
qui ont à faire face à cette industrie qui est saisonnière, qui est mobile, qu'on s'attend qu'ils reviennent chaque année, mais que rien ne nous le garantit, et qui a aussi qui prend de la place. Et alors qu'à l'époque, elle remplaçait des activités qui déclinaient, bien aujourd'hui, certains milieux se posent la question de la place de quoi le tourisme prend. Puis l'exemple de Percé est important parce que parle dans ce sens-là, où est-ce que la ville de Percé veut diversifier son économie, a besoin de main-d'œuvre pour écoles, services sociaux, services de santé, et bien, il n'y a pas de maison disponible. Il n'y a pas d'appartement, mais l'hiver, il y a toute une partie du parc immobilier dans lequel il n'y a pas de lumière, que tout est fermé parce que c'est des résidences pour les touristes l'été, mais c'est fermé l'hiver. Et donc là, se pose la question de dire, oui, mais un instant, le tissu qui permet à une collectivité de vivre sur un territoire, bien, il finit par s'effriter, ou en tout cas, il peut potentiellement s'effriter parce que le tourisme a pris la place de ce qui peut être voire des services, ou en tout cas de ce qui permet à une population de se donner une qualité de vie. Donc c'est vrai qu'on voit que le tourisme, du coup, a beaucoup de torts. Et est-ce que tu penses que, selon toi, le tourisme régénératif pourrait être peut-être une solution, parce qu'il pourrait peut-être régénérer quelque part ces économies, ces communautés qui sont un petit peu délaissées, ou bien même les environnements, la biodiversité? Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que j'en pense? Ben, écoutez, là, je vais trahir un peu mon âge, mais là, une vingtaine d'années, on posait les mêmes questions. On ne me les posait pas à moi parce que j'étais un simple étudiant à l'époque, mais on posait la même question en disant, est-ce que le tourisme durable peut faire tout ce que vous venez de me dire? 20 ans plus tard, on se pose encore la question. Donc, est-ce qu'on fait seulement changer d'étiquette? Peut-être. Au-delà du terme, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut régénérer. Hein? Parce que un des enjeux autour de la question de la durabilité, c'est qu'il arrive des instants où est-ce que, puis c'est une des critiques, hein, dans le développement durable, qu'est-ce qui doit durer? Peut-être le développement. Et si c'est ça, on a très bien réussi, parce que le développement, il dure. Il fait dur aussi des fois, mais il dure. T'sais? Et, mais par rapport au tourisme régénératif, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut régénérer? Et dans l'agriculture régénérative, ça reste que, malgré que, bon, il y a des critiques qui arrivent aujourd'hui, mais si on pose la question du mouvement régénératif à partir, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler le noyau qui nous vient de l'agriculture. Bien, dans l'agriculture régénérative, la première chose qu'on veut régénérer, c'est les sols. Concrètement, c'est l'idée que l'agriculture, je dirais, classique, a tendance à abîmer les sols à travers l'usage de produits agrochimiques, à travers des pratiques agricoles qui amènent la compaction des sols, etc., etc. Là, je ne suis pas agronome, là, mais donc, la première couche, c'est régénérer les sols. La deuxième, c'est de faire une agriculture qui contribue à la biodiversité. On a des couches comme ça. Et aussi avec toute la question de voir l'agriculture aussi comme une forme de production alimentaire, mais de gestion de carbone. J'aime bien, là, je voyais dernièrement là, un jeune agriculteur américain qui expliquait que he's not farming food, he's farming carbon. En agriculture, pour lui, c'est une ferme de carbone, donc d'enfouir du carbone. Et la dernière couche, c'est qu'à travers l'agriculture, à travers l'acte de se nourrir et de produire la nourriture, on recrée des liens sociaux et communautaires. Donc, pour l'agriculture régénérative, la base m'apparaît relativement solide. Ça reste qu'on a quand même une bonne idée de qu'est-ce qu'on veut régénérer et comment ça s'inscrit dans la dynamique. Quand on rajoute ça au tourisme, à l'idée de tourisme régénératif, bon, une des définitions qui circule, c'est que c'est un tourisme qui apporte plus aux destinations que ce qu'il prend. Bon, moi, cette définition-là, j'ai beaucoup de problèmes avec. Premièrement, c'est quoi une destination? Bon, si jamais vous fréquentez mes écrits, vous allez voir que j'aime bien tirer à boulet rouge sur cette notion de destination-là, qui, pour moi, apparaît être un concept scientifiquement un peu douteux. En tout cas, selon mes perspectives à moi. Parce qu'en partant d'une destination, c'est tout et rien.
Hein, le quartier des spectacles à Montréal, c'est une destination. Mais le Canada, c'est une destination. Qu'est-ce qu'une destination? Donc, si on réfléchit en termes de régénération à partir du tourisme, puis que un de nos concepts, c'est la destination, bien là, on a un enjeu d'échelle. On a un sérieux enjeu d'échelle. Comment on peut coller la notion de régénération à des échelles très micro, de destinations très locales, mais aussi à des destinations énormes. Donc, déjà là, on a ce problème-là, qui amène plus à la destination que ce qu'il prend, ou qui rend, qui répare, ou qui, parce que là, on a de la misère aussi à traduire les termes, là, ou qui va contribuer. Il y a des acteurs qui vous diraient, mais c'est déjà ça. Le touriste qui arrive là, dans une destination, il dépense, il contribue, il laisse plus d'argent que ce qu'il consomme. Pas toujours, parce que des fois, c'est des gros capitaux qui sont extraits et qui partent. Par exemple, quand on va dans des grosses chaînes d'hôtels ou des choses comme ça reste pas forcément. Donc là aussi... Mais là, c'est là que... moi, je suis d'accord avec ça. À vrai dire, comme je vous dis, pour moi, ça n'a aucun sens lorsqu'on considère le tourisme régénératif comme ça. Mais on se pose la question, hein? Qu'est-ce qu'on régénère avec le tourisme? C'est justement ça que je voulais dire, parce que il faut aller plus loin que la partie quantitative quand on parle de tourisme régénératif. Il faut aller dans la partie qualitative. Il faut aller vers les autres domaines qui ne parlent pas justement des chiffres. Et ça, c'est un enjeu qu'on a quand on parle avec des acteurs qui vont toujours nous dire « mais c'est où les revenus? C'est quoi les chiffres d'affaires que je vais avoir ?» Et on voit vraiment le tourisme régénératif comme une manière en fait, de plutôt repenser au final les codes et les pratiques et pourquoi pas aussi de un peu redéfinir notre relation du coup pour aborder le tourisme aussi peut-être au bien commun et à la communauté. Donc c'est aussi un enjeu qu'on voit et qu'on verrait comme le tourisme régénératif comme une potentielle réponse peut-être à ça pour prendre le temps justement de prendre du recul sur ça et d'essayer de nouvelles pratiques. Mais donc, ce que ça nous amène, c'est de se poser la question de quels sont ces communs qui sont amenés dans l'échange capitalistique à travers le tourisme. Que ce soit des espaces, que ce soit des communs matériels, des parcs, des forêts communes, que ce soit le tourisme régénératif. Ce qu'il doit régénérer, c'est les communs. C'est ces communs qu'il met en tourisme. Parce que qu'est-ce que c'est mettre en tourisme un commun, à moins qu'on le ferme complètement puis qu'on fait payer pour y avoir accès, ce que la plupart des visiteurs n'ont pas nécessairement envie. Parce que justement, dans cette idée de bricoler son expérience à soi puis de dire que moi, je suis allé à la même place que tout le monde, mais je n'ai pas vécu la même affaire. Puis moi, mon expérience est bien meilleure que la tienne. Puis c'est ça qui te donne un statut. Bien, c'est faut que tu aies une capacité de bricoler à travers ces communs-là. Et donc, il y a une réflexion profonde à avoir sur l'identification des communs associés au tourisme, des biens communs, des ressources communes, des valeurs communes, des cultures, de la culture commune qui sert de socle à la mise en tourisme. Et une fois qu'on identifie ces communs-là, c'est de voir le périmètre de ceux-ci et de voir comment le tourisme peut régénérer ces communs. Pour moi, c'est là qu'on en arrive à pouvoir amorcer une discussion sincère autour de la notion de tourisme régénératif. Parce que tout à coup, ces ressources communes, que ce soit le littoral, que ce soit la neige pour l'hiver, dans la mise en tourisme de l'hiver, que ce soit les éléments de culture immatérielle qui sont là, qui sont mis en accessibilité. Donc, comment le tourisme peut permettre de régénérer ceux-ci, de les rendre pérennes dans le temps et de les rendre aussi accessibles. À quoi nous devons faire attention justement pour que le tourisme régénératif, ça ne devienne pas un buzzword et comme le tourisme durable l'est un peu actuellement? Premièrement, c'est de faire attention à l'idée d'en faire une niche qui se démarque à côté et qui, vient un instant, a peu d'intérêt à ce que les autres y arrivent. Pour moi, le piège, c'est de s'attacher aux termes plutôt que de s'attacher aux pratiques.
C'est pour ça qu'il n'y a pas, en fait, pour les solutions régénératives ou pour les pratiques régénératives, il n'y a pas, en fait, de cadre convenu. C'est vraiment des solutions, on ne peut pas appliquer, en fait, des solutions génériques. Ça doit être vraiment des solutions locales et qui doivent vraiment répondre aux besoins et s'adapter, en fait, au sol, aux gens qui y vivent et à tout ce qui s'y passe. Donc, c'est vraiment, on ne sait pas comment durable où on a des fois une feuille de route et on peut facilement aller auditer ou faire son analyse de cycle de vie. Là, c'est vraiment c'est vraiment une approche vraiment plus locale. Ouais, un peu d'écoute, justement des relations. Exact. Il faut créer des relations de nouveau entre toutes les différentes parties prenantes de chaque petite partie à échelle très très petite pour vraiment écouter les défis de chacun et savoir comment, entre tous, comme communauté, justement, amener ou arriver à aller plus loin ensemble. Et d'où l'importance, toute cette idée autour du commun, qui est la responsabilité, comment on le régénère. Et après, effectivement, c'est quoi les relations que l'on veut favoriser avec ce commun-là, qui est peut-être le sol, l'équivalent du sol de l'agriculture régénérative, et après, entre les acteurs qui se trouvent à eux, autour de ces biens communs, ces biens non marchands, à se créer un mode de vie, voire une manière de gagner leur vie. Et ça, pour moi, ça pose la question de comment, au-delà d'une économie capitalistique, on peut réfléchir à une économie politique des relations qui inclut des communautés vivantes qui dépassent les communautés humaines. Parce que c'est ça. Puis, dans le contexte des changements climatiques que l'on vit présentement de manière quotidienne dans l'hémisphère nord, vraiment qu'on réalise, là, aujourd'hui, c'est une année marquante pour plusieurs personnes, où est-ce qu'on réalise qu'il n'y a plus manière de se mettre à l'abri des conséquences des changements climatiques. La manière dont nous allons retricoter notre rapport au vivant va définir où est-ce qu'on va. Les solutions ne sont pas nécessairement technologiques, ils sont dans les relations que nous allons redévelopper avec le reste du vivant et le reste de nos environnements qui nous permet de vivre. La modernité a amené un grand mythe qui est celui de la maîtrise de la nature et de l'immunisation de l'humanité face à la nature. Aujourd'hui, ce mythe-là tombe, il part en flammes. Et où est-ce que le tourisme régénératif peut être porteur d'espoir? Ce n'est pas en tentant d'immuniser l'activité touristique telle qu'on la connaît aujourd'hui à grande échelle de ses impacts économiques, mais c'est en redéfinissant les rapports, les relations que nous avons avec le reste du vivant, avec les milieux physiques, avec les ressources qui nous permettent de vivre des expériences, mais aussi de vivre tout court. Et où est-ce que le tourisme peut cadrer là-dedans? Mais c'est à travers la rencontre. Et la rencontre qui dépasse, mais la rencontre qui n'est pas nécessairement que à grande distance. On peut voyager très loin avec une loupe à quelques pas de chez soi. Belle métaphore, du coup. Mais on a quand même du mal un petit peu à voir comment on pourrait le mettre vraiment en pratique ici au Québec. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que ça puisse devenir, on peut dire, une réalité? On fait face à un grand défi. Hein? Le grand enjeu autour de l'adaptation au changement climatique, c'est de créer des communautés de pratiques autour de pratiques qui n'existent pas encore, face à un environnement qu'on sait qui se transforme, mais qu'on ne sait pas complètement où, quand et comment, à quelle échelle, dans quelle dimension. Hein? Même si on a des études, on a des projections, là, mais c'est de créer des communautés de pratiques aujourd'hui pour penser des pratiques pour demain avec un certain niveau d'incertitude, parce que même si on sait qu'il va y avoir plus de tempêtes, on sait qu'il va y avoir d'érosion, on a des idées où est-ce que ça va arriver, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas nécessairement toujours comment, on ne sait pas toujours qui, nos cycles, les cycles de gestion, les cycles politiques, etc., ne sont pas nécessairement adaptés à ces cycles-là non plus, mais tout est à inventer. Pour moi, la réflexion autour de qu'est-ce que l'on régénère, il faut commencer par identifier quels sont nos communs au Québec qui
qui font vivre le tourisme. Qu'est-ce que ces communs-là vivent comme transformation, comme pression? Qu'est-ce qui les menace? Et comment on peut créer des activités humaines autour de ces communs qui vont, au contraire, les alimenter? Pour moi, l'indicateur, il peut sembler très philosophique, c'est la densité de relations. Comment on peut faire autrement? Bien, pour ça, c'est de garder la nature, c'est de voir les éléments touristiques. Ce n'est pas de les extraire de leur contexte de relation pour en faire des biens de consommation, mais c'est de permettre aux visiteurs, ou à la personne qui vient dans la rencontre, parce que là, après ça, c'est un visiteur, c'est un voyageur, c'est un touriste, c'est un excursionniste. Mais dans une ontologie de relation, le tourisme, c'est une rencontre. Ce n'est pas un acte économique. C'est un acte anthropologique profond de curiosité, de rencontre, qui nous vient des profondeurs de notre passé de chasseurs-cueilleurs du néolithique, d'une certaine manière, où est-ce que, voire même du paléolithique, où est-ce que l'humain est curieux. L'humain a une curiosité de l'autre, a une curiosité de l'autre, mais pas seulement de l'autre humain, de l'autre autour, de son côté omnivore qui l'amenait dans le passé à essayer plein de choses, à se déplacer, à être capable de changer de niche écologique, puis de s'adapter. Il y a une partie du tourisme qui vient de ça. Et c'est comment on peut donner une place à ça. Et de ramener... Parce que présentement, si on retourne à l'expérience, présentement, dans une logique d'accumulation, on a toute la logique d'accumulation capitalistique qui, dans le tourisme, comme dans toute autre industrie, fait partie du paysage. Bon, l'idée, quand on revient à la dimension relationnelle, c'est l'expérience, mais pas dans une dynamique d'accumulation, qui valorise de cocher les cases et de dire « je suis allé là, à tel endroit, il faut avoir telle expérience, à telle autre telle expérience », mais vraiment de revenir à cette idée de la mise en relation. Parce que cette expérience dans l'accumulation-là n'est pas nécessairement basée sur la relation, elle est basée sur l'accumulation. Et quand on arrive avec cette idée de tourisme régénératif, donc on a les communs. Comment régénérer les communs? Qu'est-ce que ces communs-là ont besoin pour perdurer dans le temps, pour rester, pour exister? Mais aussi toutes les relations qui les ont créées. Donc, pourquoi il y a, dans certaines cultures, les forêts vont être un commun plus important que les rivières, et que dans d'autres, ça peut être les rivières. Donc, mais comment on travaille et on aborde ces relations-là? Et ça, c'est à construire, ou plutôt à reconstruire, parce qu'elles ont, dans certains cas, déjà existé. Est-ce que tu pourrais peut-être nous décrire un exemple concret, justement? Je ne sais pas s'il y a déjà un exemple concret ici au Québec, un endroit où ils le font déjà et où on pourrait peut-être s'inspirer, justement, pour un peu le partager avec l'audience, pour essayer d'asseoir un petit peu tout ça. Un élément de tourisme qu'on pourrait amener au niveau culturel avec une dimension régénérative, justement, David Manuel Navarrete, il me parlait qu'en Équateur, il travaille... Bon, je n'ai pas les détails là devant moi. Le dernier coup que je lui ai parlé, il me disait qu'il travaillait autour d'une école de Quechua en Équateur. Où est-ce que des touristes payent pour aller vivre une expérience culturelle et apprendre le Quechua. Et cet argent-là sert à financer l'école qui, elle, permet aux enfants d'apprendre la langue, de la pratiquer, tout ça. Et donc, je trouvais ça, quand il me parlait de ce projet-là avec lequel il travaille, je trouvais ça assez fantastique de dire des étrangers vont payer pour vivre une expérience culturelle, puis on s'entend, ça va être une expérience qui va donner un très beau statut dans plusieurs milieux, mais ils payent pour apprendre une langue qui ne leur servira jamais, à moins qu'ils décident d'aller vivre là-bas, tout ça, mais on s'entend, le touriste espagnol qui va là 2 semaines, et qui fait une autre semaine à côté, peut-être dans un resort, et qui retourne à la maison, les chances qu'il pratique ces notions de base de Quechua sont minimes. Mais tout ça dans une dynamique de supporter la résurgence, le maintien, ou en tout cas la régénération. Je ne sais pas si régénération, c'est le bon terme, puis je ne vais insulter personne avec ça, mais qui supporte cette langue-là, qui perd des locuteurs, qui, on s'entend... donc, ça m'apparaît être une dimension régénérative. Donc, vous voyez, il y a quelque chose en commun. Il
Il y a un commun là, qui s'appelle une langue. Et cette langue-là, elle perd des locuteurs, elle perd de son attractivité. Et là, il y a quelque chose qui est créé autour, qui permet de recréer des relations, de recréer des liens. Et à travers l'apprentissage d'une langue, mais il y a des liens sociaux qui se font aussi. Je me demandais, avant de clôturer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites que l'audience retienne vraiment de toute cette conversation, vu qu'on a parlé de beaucoup de choses, on a été sur beaucoup de sujets, mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu souhaiterais vraiment qu'on retienne d'aujourd'hui? J'ai essayé de faire court. Le tourisme, c'est pas quelque chose d'anecdotique. C'est pas quelque chose qui est à la marge. C'est 10%, avant la pandémie, c'était 10% de l'économie mondiale. C'est un phénomène majeur du 21e siècle. Et se poser la question de qu'est-ce que le tourisme, comment le tourisme construit une partie de nos relations au monde, même lorsque l'on ne voyage pas, c'est quelque chose qui est important et qui doit être aussi réfléchi en termes de contexte. Puis je vais terminer avec une métaphore qui est que je travaille présentement dans un de mes textes qui va être qui va être publié là, plus tard. C'est que dans l'idée de la régénération, il y a une petite créature au Mexique qui s'appelle l'axolote. L'axolote, c'est une espèce de salamandre qui est capable de se régénérer. Elle est capable de recréer des tissus nerveux, voire des membres au complet, des yeux. C'est un peu le fantasme de cette capacité de se réparer soi-même. Mais aujourd'hui, le principal écosystème de l'axolote, c'est les aquariums de laboratoire des universités dans le monde. Parce que son écosystème dans la nature au Mexique est en train de disparaître. Et donc, réfléchir d'une manière, je dirais, extrêmement étroite, extrêmement technique au tourisme régénératif peut créer des formes de régénération. Mais si tel l'axolote, il n'y a plus d'écosystème, il n'y a plus de contexte, il n'y a plus de milieu avec lequel rentrer en relation, bien, c'est une régénération qui est extrêmement fragile et qui est extrêmement dépendante de facteurs externes et qui risque de, pour utiliser un terme à la mode, d'être très peu résiliente. Et donc, réfléchir à la régénération à travers une dimension relationnelle dense, complexe, mais riche en relations, peut être plus compliqué, est plus compliqué, peut sembler plus philosophique, voire un peu du pelletage de nuages, mais au final a le potentiel de reconstruire peut-être quelque chose qui est plus solide. Et ne jamais oublier, ça prend des pelleteux de nuages pour éclaircir le ciel. Merci. Merci beaucoup. Et sur cette belle note, on va vous laisser ici pour cet épisode. Merci Dominique encore de ta présence. Merci beaucoup. Et de tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. Et on espère peut-être te revoir pour un autre épisode. Peut-être, qui sait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura amené des réflexions et aussi des solutions, qu'il vous aura inspiré à opter pour un tourisme régénératif. Si toi aussi tu veux changer les codes du tourisme, soutiens-nous. C'est très facile. Tu peux laisser une note positive sur notre podcast et le partager à ton réseau. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Merci et à tantôt.